On vous a parlé, on vous a donné des exemples, on vous a parlé d'entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, qui mettent en action des projets. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec les trophées Chrysalide Éco-Activité 16e édition, ainsi que le prix Startup Bretonne de Cleantech Open France. Restez avec nous parce que vraiment, pour le coup, vous allez voir à quel point c'est enthousiasmant de découvrir qu'il y a encore et toujours des choses à inventer, à mettre sur pied. Je vais demander à Alexandre Coulon de venir me rejoindre, le directeur de Bretagne Compétitivité, qui est à la manœuvre de ces trophées avec toutes les équipes qui à la fois lancent ces trophées, auditionnent les candidats, compilent et préparent cette cérémonie. Alexandre, un petit rappel sur justement un petit peu l'historique et puis la vocation de ces trophées Chrysalide Éco-Activité. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, on a commencé à aborder les solutions, donc on va poursuivre avec la remise des trophées Chrysalide qui fête leur 16e édition cette année. Donc c'est vrai qu'il y a 15 ans, transition écologique, c'était pas encore forcément dans le vocabulaire de tout le monde, et à l'époque, Creative avait lancé cette idée de mettre en avant les entreprises éco-innovantes et éco-actives. Donc clairement, ça a été en anticipation de ce qui se passe aujourd'hui. Alors si on revient sur le principe des trophées Chrysalide, sur la suite, le principe impose que les candidats, les entreprises qui ont des projets, répondent à au moins un de ces 6 défis que vous voyez à l'écran. Donc bien sûr, la question de conception des offres, on va retrouver le sujet de la transition énergétique qui a été beaucoup abordé tout à l'heure avec la question des bâtiments notamment. La biodiversité, notre capacité à interagir avec les écosystèmes naturels, la question de la santé. L'année dernière, il y a eu beaucoup de sujets autour du bien-être et de la santé, donc on voit que c'est une problématique qui émerge énormément. Nos rôles, on l'a évoqué aussi en tant que consommateur, comment on se positionne par rapport aux produits qu'on nous propose. Donc, est-ce qu'on va commander en Chine ou plutôt commander en France? On voit qu'il y a quand même des mouvements très forts. Et puis, dernier défi qui a été ajouté plus récemment, c'est cette notion de résilience et de capacité à s'adapter aux enjeux. On peut dire que Chrysalide est un peu visionnaire parce que tout ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi dans la bouche de Yannick Roudot, nos témoins, c'est des choses qui ont été mises en avant par les trophées Chrysalide. Depuis bientôt, plus de 15 ans maintenant. Donc bravo à tous les candidats qui, depuis de nombreuses années, ont bien voulu mettre en avant leurs solutions, mettre en avant leur dynamique, puisque c'est par l'exemple souvent qu'on va pouvoir faire changer les comportements. Alors si on prend le processus d'accompagnement de Chrysalide. Donc il y a bien, c'est des trophées, il y en a beaucoup des trophées de l'innovation, de la transition. La spécificité quand même de Chrysalide, pour se distinguer, pour se différencier, c'est bien qu'il y a un accompagnement en amont, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement des rendez-vous avec les porteurs de projets, les entreprises. Une formation au pitch, ça c'est important puisque le jury, les jurys qui se sont réunis au mois de mai ont rencontré une trentaine de lauréats, de candidats. Pas 30 lauréats, 6 lauréats. Et il a fallu démontrer qu'on avait un bon projet. Il fallait, un peu comme quand on va voir un banquier, montrer que c'était utile. Savoir et parler puis, de ce avec qu'on nos fait. partenaires également, on propose des webinaires thématiques, notamment sur l'accès au financement, des actions avec l'ADEME, l'ADREAL. Donc ça, c'est pour le parcours d'accompagnement. On ne laisse pas ces entreprises, on les accompagne dans leur projet. Un mot peut-être sur les catégories et les chiffres. Alors, les catégories, déjà les partenaires, ça c'est un point important. Je le fais toujours à l'envers. C'est vrai que les partenaires viennent souvent à la fin, mais sans eux, il ne se passerait pas grand-chose. Oui, c'est-à-dire que c'est un dispositif partenarial. Nous, on n'a pas du tout la prétention d'identifier 73 projets comme il y en a eu cette année tout seul. Donc on s'appuie sur les CCI, les technopoles, BPI France, j'ai commencé à les citer, j'aurais pas dû, puisque ils sont tous là. Voilà, donc c'est vraiment une dynamique territoriale très 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 forte, et on voit bien que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quel que soit le sujet traité par tout cet écosystème, alors je vais pas reprendre la définition de l'écosystème de tout à l'heure parce que c'est un peu complexe, mais on voit bien qu'entre ID for Mobility qui travaille sur les mobilités durables, ou mobilité au sens large, ou le pôle EMC2 sur les matériaux, on est sur des problématiques assez différentes, et pourtant tous ces acteurs-là ont dans leurs adhérents et leurs clients des entreprises qui sont en transition.
Et donc, on finit par parler Quelques des... chiffres clés. Eh bien sûr, si vous voulez bien, Alexandre. Alors déjà, les catégories, pour comprendre aussi le processus, on avait des défis, ceux-là ils sont fixes. Par contre, les catégories, elles vont dépendre des projets qu'on va identifier. Donc là, cette année, 73 projets qui nous ont conduit à définir ces 6 catégories que vous avez à l'écran. Je ne vais pas les reciter. Bon, bien sûr, l'énergie reste quand même un sujet important. Et cette année, l'économie circulaire fait l'objet de 2 catégories complémentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de projets sur Biodiversité. Pour remettre ce prix, c'est Rémi Heurlin de la Banque des Territoires et Erwan Chagnot de l'AFNOR qui vont me rejoindre et qui vont... Alors, je vais trouver l'enveloppe. Elles ont dû être placées dans le bon ordre. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Voilà, messieurs, venez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on va pousser un peu tout ça et on va se mettre au milieu de la scène, puisque après tout, il n'y a pas de raison qu'on reste sur les côtés. Vous allez prendre chacun un micro, si vous voulez bien. Voilà. Je vous donne l'enveloppe qui contient le nom du lauréat. Et puis, vous allez l'ouvrir. Alors non, attendez, je me trompe. On regarde d'abord les nommés en vidéo, ce serait mieux. On regarde les nommés dans cette catégorie avant que vous ouvriez l'enveloppe. C'est mieux de connaître qui était en compétition. Dans la catégorie Territoire durable biodiversité, les nommés sont Déméter offre des écosystèmes de végétalisation des bâtiments grâce à un substrat léger biosourcé et un système de gestion innovant. Ruavel accompagne toute entreprise sincèrement engagée pour la transition à financer des actions utiles à la résilience des territoires ruraux. T-West facilite la coopération entre entreprises dans une démarche d'écologie industrielle territoriale pour optimiser les ressources. Ocel propose un service pour les acteurs du tourisme, leur permettant de superviser leur consommation à l'aide de capteurs. Naturarium développe des produits adaptés favorisant les interactions avec le milieu naturel et propose des services associés. Odyssey Lab conçoit une nappe drainante éco-conçue qui permet de retenir l'eau et d'irriguer les végétaux pendant les périodes de sécheresse. Voilà, pour ces nommés dans cette catégorie. Et maintenant, on va donc découvrir qui remporte ce prix. Ah, on se partage le travail, c'est bien. Alors, le lauréat est PAC. Non, pardon. Je crois que c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon, c'est pas la bonne enveloppe. On a failli spolier. Transition énergétique, effectivement. En fait, elles n'ont pas été mises dans l'ordre. C'est bien, ces petits trophées, ça fait... Alors, ce que je veux bien, c'est que quelqu'un de Bretagne Compétitivité puisse venir me remettre les enveloppes dans le bon sens, parce que sinon... Voilà. Territoire durable et biodiversité, c'est ça, hein. Voilà. Ouh. Ça fait partie du charme, hein, du direct. C'est la bonne enveloppe. C'est la bonne enveloppe. C'est bon. Alors, le lauréat est T-West. T-West. Et donc Aurélien Abel qui va venir nous rejoindre. Je suis l'un des cofondateurs de T-West. Je suis Baudouin Gray et je suis chargé de projet pour T-West. Vous avez tous dans vos entreprises des choses que vous n'utilisez pas, des machines sous-utilisées, des espaces de stockage, des espaces de parking disponibles. Et c'est ce qu'on fait chez T-West, on essaye de vous aider à les proposer à d'autres organisations, vos voisins, à moins gaspiller, mieux consommer et apprendre à se connaître. On organise des ateliers, on réunit les différentes entreprises et associations et organisations, acteurs publics d'un même territoire pour les aider à identifier leurs ressources justement, les aider à comprendre ce qu'ils peuvent partager, ce qu'ils peuvent échanger. Et suite à ces ateliers, sur twest.fr, ils peuvent se retrouver et continuer à échanger et ouvrir la démarche à tous les acteurs locaux. Et par exemple de synergie, les cuisines centrales ou les usines agroalimentaires produisent souvent comme déchets des seaux plastiques. Et ces seaux plastiques, ils pourraient être réutilisés, ils sont parfois réutilisés, par exemple, pour servir de seaux à compost dans des campings. Ça évite de les jeter, ça les réutilise, ça leur donne une seconde vie.
et les deux acteurs s'y retrouvent. T-West a été créé en 2020 et ce sont 15 collectivités que l'on a accompagnées avec une trentaine d'ateliers à destination d'environ 400 organisations, des entreprises, des petites, des grandes, des structures privées, publiques. Pour plusieurs milliers de tonnes de déchets évités, de gaz à effet de serre évités et forcément aussi d'euros évités et gaspillés. On vient tout juste de lancer le nouveau twaste.fr qui réunit toutes les organisations avec une entrée par territoire quand vous êtes dans un territoire partenaire et avec tout un suivi de vos synergies et de vos échanges qui est précieux. Donc je vous invite à le rejoindre pour nourrir la communauté et agir. Voilà. Ah, passer en premier, c'est jamais facile. On se rôde un peu sur cette première catégorie et on accueille l'équipe de T-West qui nous rejoint sur scène. Est-ce que Aurélien, Abel, Voilà, il y a toute une équipe qui va venir nous rejoindre, Baudouin, parce que c'est une aventure, là, ici, collective. Venez sur scène, on va se mettre plutôt au milieu que sur les côtés, parce que c'est pas... Voilà. Hop, allez, venez, faites pas les timides. Je vous donne 2 micros, comme ça vous allez vous partager la parole. J'aime bien, on a toujours envie de se mettre très très dans le fond. Ouais, on vous a vu dans le film, c'est un petit peu la nouveauté cette année. Les lauréats repartent avec une vidéo de présentation de leur entreprise. Vous avez ça avec brio. Alors on a compris qu'avec T-West, finalement, les déchets des uns font le bonheur des autres. Pas que les déchets d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple concret d'un deal passé récemment? Là, on a parlé des seaux de l'agroalimentaire qui peuvent servir dans les campings. Mais est-ce qu'il y a eu des deals comme ça qui ont été contractualisés Alors en effet, on va donner l'exemple qui est assez intéressant d'une synergie qui a eu lieu à Guichen, qui a émergé lors d'un atelier. Donc c'est un hyper-U, donc c'est l'hyper-U de Guichen qui travaille du coup avec l'association qui s'appelle Piquetic. Piquetic qui va récupérer du coup tous les tissus, les vêtements du coin pour les reconditionner. Elle a travaillé notamment avec une grande enseigne de luxe bien connue pour récupérer du coup également des tissus. Et donc elle va proposer ces tissus d'abord de manière éphémère dans l'hypermarché. Où les clients pourront les acheter, c'est ça? Exactement, les clients pourront les acheter. Et dans un deuxième temps, le but c'est d'en faire un rayon de manière quotidienne. Donc voilà un exemple de synergie. Donc on n'est pas forcément dans le classique du réemploi du déchet, mais plus dans la création de synergie et de coopération de manière générale. Donc là, une relation gagnant-gagnant. Bon, forcément, ça marche. Quels sont les retours que vous avez des gens qui ont réussi à contractualiser ou des territoires sur lesquels vous allez dispenser aussi vos formations? Je crois que c'est Aurélien qui va... Alors, les retours, il y en a... Déjà, il y en a un, c'est en fait, quand on fait des ateliers, un atelier, en général, on arrive à collecter, quand il y a une vingtaine d'organisations, on arrive à collecter entre 100 et 200 ressources. Et en fait, souvent, après les ateliers, les retours, il y en a 2. Il y en a déjà un, c'est « mais je ne savais pas qu'il y avait autant de ressources disponibles ». Et donc, quand on parlait tout à l'heure de symbiose, et ben en fait, il y a de quoi faire. On a beaucoup de ressources disponibles, sous-utilisées sur le territoire. Et la deuxième chose, c'est le lien. En fait, souvent les entreprises, quand on fait les questionnaires, elles nous disent c'est génial de pouvoir rencontrer les autres acteurs. On a peu de moments comme ça pour pouvoir parler de ces sujets-là. Alors il y a l'intention, c'est vrai qu'on imagine bien l'intérêt que peuvent trouver ces différents acteurs, mais pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que ça reste pas juste une bonne impulsion le temps d'un atelier et puis après, qu'est-ce qui fait qu'on rentre après vraiment dans la mise en œuvre? Oui, je peux répondre. Pour que ça fonctionne, il faut du temps. Il faut aussi de la motivation. Et nous, ce qu'on fait après les ateliers, c'est qu'on prend un rendez-vous avec chacune des entreprises. On les rappelle, on les met en relation. Aussi, on a identifié un peu toutes les entreprises qui pourraient avoir des ressources qui les intéressent. On les met en relation et on les accompagne. Et on a vu la plateforme T-Waste, ça leur permet aussi de les rendre autonomes. Et du coup, de pouvoir ajouter des ressources, parce qu'en atelier, nos ateliers, c'est 2 heures, ça passe très très vite. Et l'idée, c'est de compléter leurs ressources, d'ajouter des photos, d'ajouter des précisions. Et du coup, nous, on essaye vraiment de matcher des offres avec des demandes pour créer des synergies. Et j'allais dire, votre plus-value, c'est vraiment cette plateforme que vous avez développée. Aujourd'hui, il y a combien de contributeurs dessus qui offrent ou qui demandent?
Je dirais qu'on doit être environ autour des... parce que du coup, on a changé de... la semaine dernière, on a fait un gros travail et on vient de changer de plateforme. Donc, d'ailleurs, on vous invite tous à venir sur twest.fr et vous inscrire. C'est gratuit et donc vous allez pouvoir justement y retrouver des entreprises voisines. On doit être aux environs des 500. Puisque du coup on est en train de tout doucement faire le transfert des anciens utilisateurs sur la nouvelle plateforme. Donc on le fait doucement pour pouvoir justement créer l'usage, avoir tous les retours pour pouvoir créer le meilleur parcours utilisateur possible. Mais voilà, on est autour des 500. Voilà, vous avez bien fait de passer cet appel. Plus on sera nombreux sur cette plateforme et plus les synergies se créeront. Merci à T-West, merci à toute l'équipe d'être venue en parler. On peut vous applaudir pour ce très beau prix dans la catégorie territoire durable et biodiversité. Je vais demander à ces messieurs peut-être de vous remettre le trophée. Alors je ne sais pas s'il y a c'est tous les mêmes, que je ne me trompe pas après m'être trompée dans les enveloppes. Non, c'est bon. Ok, super. C'est tous les mêmes. Donc vous allez repartir avec un de ces trophées et on va le faire sous les applaudissements peut-être du public. Voilà. On peut les féliciter, s'il vous plaît. Hop. Et peut-être quand même, avant de conclure, on va demander à Rémi Hurlin et puis à Erwan Chagnot de nous dire un mot. Alors, je sais que l'un de vous deux a participé au jury aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence dans tous ces nommés ? Alors, très rapidement, pour nous, Banque des Territoires, comme dans nos axes stratégiques, qui a à la fois renforcé la cohésion sociale et territoriale et accompagné les acteurs de notre pays dans la transition énergétique et environnementale, d'avoir un projet qui croise les deux, à la fois aider les acteurs du territoire à mieux gérer leurs flux d'énergie, d'eau, de matière, de produits. Ça a été évidemment un coup de cœur. Et puis, comme ça a été rappelé, vous vous adressez aux entreprises, mais aussi aux collectivités. Ce sont nos partenaires, on les accompagne dans leurs sujets de long cours, donc forcément, ça a joué dans le coup de cœur. Merci beaucoup, et Rémi Hurlin, Alors, et pour vous, Erwan. au nom du groupe AFNOR, je voudrais vraiment féliciter cette jeune entreprise bretonne pour son dynamisme, sa capacité d'innovation. Et ce qui a interpellé les membres du jury, c'était justement cette synergie entre la technologie et l'humain au service des territoires, dans une logique d'intelligence collective. Encore un grand bravo. Merci à vous. On vous applaudit une nouvelle fois pour ces trophées. Et puis, je vais vous laisser regagner la salle. Vous restez avec nous aussi toute la journée. Donc, si les gens veulent venir vous trouver, poser des questions, évidemment, il ne faut pas hésiter. On l'a compris, cette journée, elle est placée sous le signe du partage d'expériences et de l'échange. On va maintenant procéder à la remise du trophée dans la deuxième catégorie, celle de l'innovation sociale et du changement de comportement. Pour remettre ce prix, j'appelle François Rouault de Rennes Métropole. Et on va découvrir ensuite les nommés en vidéo. Est-ce que François Rouault, oui, voilà, je le vois. Dans la catégorie Innovation sociale et changement de comportement, les nommés sont Esperen est spécialisé dans la confection de vêtements haut de gamme et upcyclés qui valorisent les savoir-faire des artisans et artisanes réfugiés. Easy Drinks développe Cécibon, une plateforme de décarbonation de la consommation nomade, food et boissons. Comeback est un agrégateur de sites de vente de produits d'occasion et reconditionnés qui facilite l'achat des produits de seconde vie. Marguerite et compagnie vend des distributeurs pour la mise à disposition gratuite de protection périodique biologique. Liberté Watt développe une plateforme de services ludiques pour inciter les changements de comportement à travers des défis énergétiques. Bouge ta salle propose une plateforme B2B de mise à disposition de salles équipées entre entreprises pour optimiser les espaces sous-utilisés. Voilà, pour ces nommés, François Rouault, on a bien vérifié que c'était la bonne enveloppe, il n'y aura pas de surprise. Je vous laisse annoncer qui gagne dans cette catégorie. Bonjour à toutes et tous. Le lauréat dans cette catégorie Innovation sociale et changement de comportement est Esperen. Esperen. Marion Lévesque, bienvenue chez Esperen. Esperen, c'est une association à impact social et environnemental qui a deux objectifs, valoriser les savoir-faire et soutenir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi
en particulier de personnes exilées, et via des activités à impact environnemental, plutôt à pas trop d'impact environnemental, notamment voilà, les métiers manuels, les métiers de l'artisanat. Et donc Esperen a ouvert sa première activité à Rennes en 2023, qui est un atelier de couture haut de gamme et upcycling en insertion. Donc qui confectionne des vêtements et des produits textiles de qualité pour des entreprises, pour des marques, pour des maisons de mode, pour des structures professionnelles du territoire, en embauchant voilà, des personnes réfugiées qui sont déjà expérimentées, donc des professionnels qu'on accompagne à revivre de leur métier en France en répondant aux besoins de recrutement des entreprises. Du coup, on est 10 salariés, donc on est 2 permanents et il y a 8 couturières en insertion qui travaillent à temps partiel. Le textile, c'est une des activités industrielles les plus polluantes au monde à cause de la fast fashion. Nous, on fait de la couture dite upcycling en grande partie. On va venir revaloriser du tissu ou des vêtements qui auraient été détruits le cas échéant. Donc on les sauve de la destruction et on les transforme en produits neufs. Du coup, là, nous, à 1 an d'existence, des objectifs, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment de développer et de pérenniser la première activité. Et idéalement, nous, on cherche de la quantité. C'est ça, dans le textile, qui va permettre qu'on atteigne un certain seuil de rentabilité. Et puis après, des perspectives de développement. Du coup, on aimerait bien ouvrir une deuxième antenne. On pense notamment à Quimper et idéalement en l'adossant à des entreprises qui existent déjà et qui ont beaucoup d'activités qui pourraient venir nourrir l'atelier. Et nous, on leur apporterait notre expertise de sourcing de candidats et d'accompagnement. Voilà, à Quimper, comme par hasard. On accueille Marion Lévesque qui va venir nous rejoindre voilà, sur scène pour continuer la discussion autour de ce projet Esperen. Voilà, Marion, merci. Voilà, je voulais savoir, quand même, on voit quelques petits articles avec la marque Esperen. Donc l'idée, c'est de travailler pour les autres, mais vous développez aussi votre projet. Venez vous mettre plutôt au milieu. Voilà. C'est vous. Oui, l'idée, c'est de travailler pour les autres. C'est un projet de territoire. C'est un projet, on l'a dit, qui a pour objectif de soutenir les entreprises du territoire. Mais évidemment, on ne se passerait pas du plaisir de développer une petite marque upcyclée faite localement, avec des beaux textiles de qualité. Voilà, ce serait dommage. Et puis, voilà, nous, ça nous permet aussi de gagner de la visibilité, de faire travailler nos salariés sur de la création, sur du design de produits, d'aller développer d'autres compétences aussi que la confection. Alors justement, derrière les machines à coudre, on a donc des personnes en contrat d'insertion, 30 heures par semaine, je crois, ils travaillent. Des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi exilées. Pourquoi vous avez choisi de cibler ce public en particulier ? Alors en fait, c'est un public, déjà les personnes qui n'ont pas les problématiques des personnes exilées à l'heure actuelle peuvent trouver très facilement du travail dans la couture. Si vous voulez vous reconvertir, la confection haut de gamme de luxe recrute énormément en France et en Bretagne. Voilà, et ils vous forment. Donc a priori, les gens qui n'ont pas de problématiques de français, de logement, etc. N'ont pas besoin de nous déjà. Et puis voilà, l'autre chose, c'est que c'est des personnes qui viennent de pays où les savoir-faire manuels sont encore très développés. Ça se perd quand même un peu plus dans les pays occidentaux, et donc ont des vrais talents cachés et des vraies expertises. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de venir valoriser des savoir-faire déjà existants et souvent pas encore révélés. Et vous parliez d'apporter des vraies plus-values et un côté créatif. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier rennais pour l'instant d'Esperen ? Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, nous, on a ces 2 activités qui vont se côtoyer. On va faire de la sous-traitance, on va travailler pour des pros, donc soit directement pour des entreprises du territoire qui ont un surplus d'activité, qui vont faire appel à nous pour produire une partie de leur activité, ou pour des marques qui vont se développer et on va venir créer leur collection. Ou alors directement nous développer des produits pour notre entreprise, et on fait tout ça en parallèle en fonction de l'agenda du moment. On le disait, l'industrie textile qui est une industrie très polluante aujourd'hui. Votre matière première, où est-ce que vous allez la chercher ? On a entendu que vous alliez la sauver de la destruction, mais elle vient d'où ?
Et ben nous, on travaille du coup avec des professionnels du territoire, donc à la fois avec des entreprises textiles qui ont des stocks dormants parce que à la fin de leur production, il reste quelques rouleaux de tissu, puis en fait elles vont pas s'en resservir, et en fait ça s'accumule, et il y a un moment elles vont vider le stock. Donc il vaut mieux que ce soit nous qui le récupérions plutôt que ça parte à la benne. Voilà, on va aussi travailler avec des associations. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Cravate Solidaire, qui est une association nationale qui récupère des vêtements auprès d'entreprises. Des fois, il y en a qui sont abîmés, tachés. Voilà, on travaille à la fois avec des entreprises privées, du secteur classique et du secteur de l'économie sociale et solidaire, sans distinction. Marion, vous m'avez confié, quand on a préparé cette cérémonie, que c'était pas très facile quand même en ce moment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment pérenniser et aussi permettre l'ouverture de ce deuxième atelier à Quimper, si on a bien compris? Oui, le textile, c'est un secteur compliqué en France. Je pense que c'est une surprise pour personne. C'est aussi l'ambition et le côté ambitieux de ce projet que de vouloir aussi soutenir la réindustrialisation de ce secteur sur le territoire. Nous, il y a plusieurs besoins. Il y a effectivement, on l'a dit dans la vidéo était assez claire, il y a à la fois un besoin de production. Donc, si votre entreprise a des besoins textiles, quels qu'ils soient, en termes de vêtements de travail, de vêtements, de linge de maison, de goodies, on peut à peu près tout faire. C'est l'avantage d'un parc de machines tout neuf. Et puis de savoir-faire varié. Et puis voilà, nous, cette première activité, on l'a vraiment lancée en indépendance, premier atelier à Rennes. Voilà, et là, on se dit que pour la suite, ça collait à des entreprises déjà existantes et venir répondre à leurs besoins d'activité, ça faciliterait aussi. Et puis, ça permettrait de faciliter les liens. L'idée, c'est que nous, on oriente des personnes qualifiées vers les entreprises et aussi on upcycle leur fin de stock. Voilà, un partenariat aussi gagnant-gagnant et de la collaboration. Entendu que c'était important. Merci Marion. François Rouault, un petit mot, parce que je sais que vous teniez à remettre vraiment ce prix à Espérenne. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce projet? Il y a beaucoup de choses qui nous touchent dans ce projet. Alors déjà, moi j'allais dire, il y a le nom, parce que ça connote au moins l'espoir et l'espérance, et c'est quand même très important, on l'a vu ce matin, d'avoir aussi cette espérance en nous, et cette volonté de réussir les transitions. Le deuxième sujet, je crois que ça a été dit par la diversité aussi de l'approche, par la complémentarité entre l'enjeu de transition d'une part écologique, mais aussi l'enjeu social, très important dans cette entreprise. On a vraiment une entreprise qui, j'allais dire, fait du bénéfice au sens que lui donnait Yannick Roudot ce matin. Et donc ça me paraît extrêmement important pour le territoire et pour l'entreprise. Et puis pour la collectivité que je représente, qui a placé, je dirais, la transition ou l'accompagnement à la transformation écologique et sociale de l'économie des entreprises comme fil rouge de son action économique, vraiment de manière très très volontariste, qui intervient en soutien à l'économie sociale et solidaire, qui intervient en soutien aussi aux IAE. Vous êtes une IAE, c'est évidemment un très très bel exemple d'une entreprise qui coche un petit peu toutes ces cases, et on sera à vos côtés pour essayer effectivement d'aller au-delà, de vous aider peut-être aussi à venir jusqu'à Quimper, et ce sera très très bien que vous puissiez avoir ces développements. Voilà, un territoire porteur également. Merci beaucoup à tous les deux. François, je vais vous laisser venir chercher un des trophées ici présent et le remettre à Marion pour ce prix dans la catégorie innovation sociale et changement de comportement. On peut vous applaudir. Et vous pouvez vous avancer un petit peu dans la lumière pour la photo souvenir de ce prix. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner la salle. Effectivement, je récupère ça. Merci à vous. Troisième catégorie que nous allons maintenant récompenser, économie circulaire, conception et matériaux durables. Pour remettre ce prix, c'est Thomas Ferrec, vice-président de Quimper, Bretagne occidentale, et Claude Ravalec, président de la CCI du Finistère, qui me rejoignent. On découvre dans tout la de suite les catégorie nommés. économie circulaire, éco-conception et matériaux durables. Les nommés sont Eclos développe des produits cosmétiques fabriqués en Bretagne d'origine naturelle et certifiés biologiques. Capitaine Cosmétique conçoit des gammes cosmétiques solides, vertueuses et engagées, sans emballage plastique. EcoCompteur a développé une solution de comptage automatique discrète, robuste et connectée éco-conçue. Paradoxal Surfboards propose des planches de surf à base de matériaux biosourcés, durables et recyclables, fabriqués localement. Crazy Lobster développe une gamme de produits au bilan carbone exemplaire, intégrant des sous-produits ou chutes de matériaux. Voilà, pour ces nommés dans cette catégorie, on va, messieurs, vous avez compris votre rôle, ouvrir l'enveloppe et dire qui remporte le prix dans cette catégorie.
Donc le lauréat de cette catégorie est Paradoxal Surfboard. Voilà, Paradoxal Surfboard. On va accueillir Salut, dans un Jérémy instant Lucas, le fondateur de Jérémy Paradoxal Lucas. Surfboards. Chaque année, on ramasse pas loin de 50 millions de kilos d'algues vertes rien qu'en Bretagne. Et en 2019, je suis tombé malade après avoir surfé sur une plage à Douarnenez qui était polluée par les algues vertes. Donc, malgré cette situation, j'ai toujours été fasciné par la beauté du surf depuis plus de 15 ans. Mais c'est un sport, il faut le savoir, qui est contrasté par un énorme paradoxe, d'où le nom de la marque Paradoxal. C'est que nous avons tous cette conscience environnementale du fait de notre pratique en pleine nature, dans l'océan, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole de nos jours. Donc les planches, les combinaisons, gants, chaussons, cagoules, leash, pads, les dérives, et j'en passe. Et cette contradiction m'a amené en fait à créer la marque Paradoxal Surfboards. Donc l'idée est plutôt simple en fait, je viens revaloriser les algues d'échouage que nous avons en abondance du côté de chez nous en Bretagne pour en faire un substitut des matériaux pétrocomposés que l'on retrouve habituellement dans la quasi-totalité du cœur des planches de surf. On vient déshydrater l'algue en fin de compte, donc elle est ramenée à une granulométrie hyper fine. Et cette algue-là, en fait, on peut très bien la combiner par exemple à d'autres matériaux dont on ne va pas aider dans un premier temps, mais par exemple du cordage, d'aubanage de bateaux. Celui-ci a fait de la course au large, par exemple, a fait le Vendée Globe. Et quand je fais un mix des deux, eh bien voilà, on fait des bobines d'impression 3D. Donc on vient intégrer ces nouveaux matériaux faits en algues dans une imprimante 3D, et l'imprimante 3D vient imprimer le cœur des planches de surf. Et les matériaux que nous développons, soit à base d'algues vertes ou de sargasses, sont d'une part biodégradables, ils sont également recyclables, ça veut dire que la planche en fin de vie peut très bien être broyée, chauffée et réextrudée. Et on en refait des bobines à impression 3D, et c'est reparti pour un tour. J'espère pouvoir effectuer les premières préventes publiques pour début 2025, avec normalement une première levée de fonds aussi qui devrait donner un petit coup de pouce et un petit coup d'accélération au développement du projet. Voilà, il en parle tellement bien, Jérémy Lucas, qu'on accueille tout de suite. Voilà un projet qui doit parler à Yannick Roudot. Je crois qu'il n'est pas venu... Il n'est pas venu seul, Jérémy Lucas. Bah voilà, on avait envie de la voir, cette planche. Venez la mettre en pleine lumière, Jérémy, parce que vraiment, on a envie de la voir, de la découvrir. C'est vrai qu'elle ne ressemble pas du tout à une planche. Alors, j'ai pas de micro pour vous. Je vais... Ah voilà, bon, super. Merci. Pardon, je fais des allers-retours, c'est pas très confort. Elle ne ressemble pas à une planche de surf classique. Non, ouais, c'est un design très très particulier. Je suis allé m'inspirer de la nature aussi pour designer la structure que vous voyez à l'intérieur de la planche. Donc il faut comprendre que ce sont les cercles que vous voyez qui sont imprimés en 3D. Et alors j'ai pas la photo pour vous montrer la source d'inspiration, mais en fait c'est lors d'une conférence d'Idriss à Berkane sur le sujet du biomimétisme que je me suis inspiré en fait de ce design-là, à savoir une algue, la diatomée, qui est présente un peu partout dans le monde. Et cette vue de cette algue-là à l'échelle nanométrique présentait en fait des formes de cercles parfaitement concentriques. Je me suis dit, c'est absolument dingue, la nature est bien faite. Et puis en me renseignant sur cette même algue, mais cette fois-ci non plus à l'échelle nanométrique, mais microscopique, en prenant un petit peu de recul si je puis dire, j'ai vu que ça ressemblait à la forme d'une planche de surf. Alors forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais partir de ce constat-là pour designer le look des futurs boards Paradoxal et trouver de l'inspiration dans la nature aussi par le design. Voilà, rien n'est dû au hasard. Un petit mot peut-être pour nous dire que les algues vertes, qui est votre matière première, d'habitude on préfère les voir un peu loin. Mais là, en l'occurrence, elles vont être très près de nous. C'était une évidence d'utiliser les algues vertes ? Non, c'était pas une évidence, premier abord. Alors moi, je suis originaire de Douarnenez, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Je connais les algues vertes depuis que je suis gamin. Mais voilà, je ne savais pas vraiment quoi en faire. Et puis en fait, en 2019, je co-dirigeais un bureau d'études en conception mécanique, dans lequel l'une des parts de l'activité, si vous voulez, consistait à faire de l'impression 3D, mais pour les particuliers. Ça veut dire des objets d'art déco design, des pièces de remplacement qu'on ne trouve plus sur le marché, des instruments de musique, on a fait des pièces pour des voitures de collection, pièces pour un avion aussi une fois. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était multi-projet, mais voilà, c'était compliqué de rendre cette part de l'activité rentable, on va dire. Et donc j'avais dans un coin de ma tête l'idée de me focus sur un objet à plus grande dimension ou à plus forte valeur ajoutée.
Et en parallèle de ça, en fait, c'était suite à une remarque d'une cliente qui nous questionnait sur la qualité, le choix des matériaux qu'on employait à l'époque sur nos objets imprimés en 3D. Et puis il s'agissait, c'est vrai, de plastique pétro-sourcé, de l'acrylonitrile butadiène styrène pour les puristes. C'est de l'ABS, c'est le plastique que vous avez par exemple dans l'habitacle de vos voitures, qui est très intéressant mécaniquement parlant, mais qui n'avait pas forcément d'intérêt pour nos impressions. Et puis autre idée dans un coin de la tête, faire notre propre matériau, du coup, à impression 3D. Et en fait, je suis parti surfer, comme c'était évoqué sur la superbe vidéo de Simon, je suis parti surfer à la plage du Riz à Douarnenez. Alors, c'est une plage qui est très connue pour deux choses, parce qu'il y a une superbe belle vue sur toute la baie de Douarnenez, mais elle est tristement célèbre aussi pour sa prolifération d'algues vertes massives chaque année, et parfois fermée de manière temporaire, interdite à la baignade. Et bref, et ce jour-là, en fait, les vagues étaient au rendez-vous, et moi aussi, je suis parti surfer, et en fait, je suis tombé malade. Et je me suis dit, ces algues-là, nom de Dieu. Alors, j'avais fait d'analyse pour savoir si c'était dû aux algues ou aux cyanobactéries, mais en fait, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais ouais, en fait, ces algues-là, je vais m'en servir pour faire mon propre matériau à impression 3D. Et pour faire quoi? Un objet à forte valeur ajoutée, une planche de surf. Et pourquoi? Pour venir remplacer tout ce qui est pain de mousse en polystyrène ou en polyuréthane que vous avez dans la quasi-totalité de toutes les planches de surf dans le monde. C'est fabriqué comme ça depuis les années 60-70. Là, c'est le seul exemplaire qui existe pour le moment. On entend une commercialisation début 2025. Ouais, ça, c'est la première planche de surf à imprimer en 3D à partir d'algues au monde. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Mais là, je suis en train d'en fabriquer d'autres. Si vous allez voir sur les réseaux, c'est en cours de stratification actuellement. Oui, parce que l'idée, c'est de les produire quand même à suffisamment grande échelle pour pouvoir en vendre aussi un maximum. Est-ce que le monde du surf est intéressé aujourd'hui et de la voile par cette solution, par une solution comme celle-là? Je suis même assez impressionné de tout l'enthousiasme que génère le projet, que ce soit en France ou à l'étranger même. J'ai des demandes déjà par centaines dans toutes les langues. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller avec tout ça. Mais on va vous aider. Enfin, j'ai une volonté vraiment là, dans un premier temps, de pouvoir fabriquer localement, de monter une équipe localement, faire une levée de fonds. Voilà. Enfin, je voyais qu'il y avait des partenaires comme Braze Angels qui étaient cités, Finistère Angels, Mer Angels, etc. pour donner un peu du corps au projet et une capacité d'accélération et d'autres innovations aussi qui vont arriver sur les prochaines planches. J'allais vous demander, on en a parlé aussi avec Yannick Rodeau, est-ce que tout ça sera accessible au plus grand nombre? Parce qu'on voit bien que c'est effectivement un impact bien meilleur pour l'environnement que ce qui existe aujourd'hui. Oui, alors après, ce ne sont pas des planches faites pour les débutants. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une coque en stratification rigide. Planche pour les débutants, on va plutôt travailler sur des planches en mousse, par exemple. Je ne propose pas encore ce genre de planche, mais ça peut être le sujet d'un travail à effectuer en laboratoire. Effectivement, de faire de la mousse algo-sourcée, c'est peut-être possible, mais il y a tellement de projets de développement, et si ça marche pour une planche de surf, ça marche pour un kayak, un paddle, une planche à voile. C'est juste un travail de conception derrière, et puis scaler ça sur d'autres équipements. Ouais. Et on voit que vous ne manquez pas d'idées. Félicitations Jérémy Lucas pour ce beau projet qui est Paradoxal Surfboard. Merci beaucoup. Je vais demander une petite réaction quand même à Thomas Ferrec et Claude Ravalec sur ce sujet. Ils sont allumés, vous avez juste à... Bravo à vous. Tout d'abord, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et ce que fait Jérémy représente un petit peu aussi ce que représente pour moi le Finistère et le Sud Finistère en particulier, ce dynamisme et cette inventivité. C'est-à-dire que quelque part, c'est une méthode excessivement simple mais qui était compliquée à trouver. Et c'est aussi ça en fait l'enjeu des transitions aujourd'hui, c'est comment on se réinvente, pas forcément avec des choses compliquées, mais au sens où c'est quasiment de la palissade, réutiliser en fait de la matière première qu'aujourd'hui on considère comme un déchet sur le territoire. C'est vraiment une idée extrêmement intéressante, et donc c'est l'œuvre du territoire, c'est l'œuvre de l'agglomération aussi. On a énormément de pépites, même si vous êtes sur Douarnenez et chez nos amis de Douarnenez, on est extrêmement heureux de travailler avec eux. On a énormément de pépites sur le territoire, on peut citer les NTEC, on peut citer les H de Grême, etc. Et c'est vrai que la particularité du territoire de Quimper-Bretagne occidentale, c'est de pouvoir accompagner et de faire confiance aux jeunes pousses dynamiques qui se développent, et on espère vraiment vous pourrez vous développer le plus loin possible. Merci aussi. Thomas Claude Ravalec. Oui, bravo. Effectivement, l'accompagnement des entreprises vers la transition écologique fait partie, pour nous, CCI, des priorités, bien sûr. Jérémy me faisait part tout à l'heure, dans la préparation, qu'il justement, il avait pu bénéficier de l'accompagnement de la CCI du Finistère. Donc, j'en suis ravi. Voilà. Puis c'est bien de voir cette économie circulaire de Douarnenez, les algues de Douarnenez qui vont faire œuvre peut-être à la torche aussi, parce qu'il y a un peu plus de vagues que dans la baie de Douarnenez. Mais donc, en tout cas, bravo et très ravi
très ravi de cette et bonne continuation pour les projets. Merci. Merci à vous, des collaborations qui fonctionnent, qui donnent naissance à des beaux projets. Messieurs, je vous laisse attraper un des trophées. On va le remettre à Jérémy Lucas de manière tout à fait officielle. Et sous les applaudissements... Je tiens à souligner qu'il est vraiment magnifique ce trophée. On dirait qu'il y a eu de l'algue dedans. Même couleur que la planche. J'allais dire, il y a un petit... il détonnera pas dans le futur laboratoire. Voilà, on vous applaudit. Merci. Voilà, pour cette catégorie économie circulaire, éco-conception, matériaux durables, je vous invite tous les trois à regagner la salle. On va pousser peut-être juste la planche sur le côté, si vous voulez bien. Jérémy, on la laisse là pour que les gens puissent en profiter. Ouais, je vous laisse... Oui, cassez pas le trophée. Hein. On le pose de manière stable. Merci à vous. On va passer donc à la catégorie économie circulaire toujours, mais réutilisation et seconde vie. Pour remettre ce prix, c'est Céline Guérin du Crédit Mutuel de Bretagne et Régis Marbeuf de la Banque Populaire Grand Ouest qui me rejoignent et on découvre les nommés en vidéo. Dans la catégorie économie circulaire, réutilisation et seconde vie, les nommés sont Opsam facilite l'anticipation et la réduction de l'obsolescence des équipements sur les outils de production des entreprises. Replace Pro propose une marketplace pour les professionnels avec du matériel reconditionné, contrôlé et garanti. Later conçoit des vêtements fabriqués avec des partenaires locaux, avec des tissus 100% recyclés à partir d'anciens textiles. Bâti-Récup agit pour la réduction des déchets dans le bâtiment grâce à la récupération et la valorisation des matériaux. Foneur propose aux particuliers et aux entreprises un service de proximité pour réparer leur téléphone ou acheter un téléphone reconditionné. Verne Ingénierie développe Woolly, une solution de valorisation de la laine en engrais organique 100% naturel et renouvelable. Et on découvre le nom du lauréat qui est donc Foneur. Foneur et Adelin Revaux qui nous Foneur. rejoint dans un instant. Défini comme un opérateur télécom de proximité, donc à destination des particuliers où là on a des points de vente physiques, on va faire de la vente de téléphones reconditionnés, de la réparation, de la reprise et de la protection, depuis peu des forfaits mobiles. Et donc on propose exactement la même chose pour les professionnels avec la notion de gestion de flotte finalement, et on intègre aussi beaucoup de choses au niveau de la RSE et de l'impact carbone des entreprises. On va leur donner un bilan, un dashboard finalement à la fin de l'année avec l'impact qu'elles ont eu lié à leur téléphonie mobile. On a démarré en mars 2020 dans la cave de Kevin, une semaine avant le premier confinement, donc c'était assez drôle. On donnait au rendez-vous aux gens dans la rue. On leur disait repassez dans 1 heure, votre téléphone sera prêt. Aujourd'hui, on a 4 boutiques, donc Rennes, Vitré, Laval et Nantes. On est présent aussi beaucoup auprès de beaucoup d'entreprises sur le territoire, donc on va travailler avec beaucoup d'industriels, des collectivités locales, Vitré Communauté, Laval Agglo. On a à peu près un peu plus d'une centaine de clients, on va dire, sur la partie pro. Et sur la partie particulier, je crois qu'on a passé les 20 000 clients il n'y a pas très longtemps depuis le début de l'aventure. Bienvenue chez Foneur, à Etrel, du coup, dans le cœur du réacteur. Donc là, on est dans l'atelier où on va reconditionner tous les terminaux. Donc là où on a un A8, où il y a la batterie à remplacer. Donc derrière, ils vont passer sur la partie réparation. Donc là, avec Berlando et Nathan qui vont réparer les téléphones. Il faut savoir que l'impact d'un téléphone, et plus globalement de la plupart du matériel électronique, réside dans sa production. Quand on achète un téléphone reconditionné, on divise par 5 quasiment l'impact carbone qu'on va avoir. L'idée, c'est d'ouvrir une 5e boutique d'ici la fin de l'année. Donc on a quelques villes en perspective, donc potentiellement Angers, Vannes, peut-être Saint-Malo, donc rester dans le Grand Ouest principalement. Et derrière, à 5 ans, l'objectif, c'est d'avoir 25 boutiques, de multiplier par 5 le nombre de boutiques, potentiellement avec de la franchise. Et sur la partie pro, d'avoir à peu près 25 000 lignes. Et derrière, de reconditionner à peu près 100 000 téléphones par an. Voilà, Adelin Revaux qui nous rejoint pour compléter ce portrait vidéo. Félicitations à vous et à toute l'équipe, parce que vous n'êtes pas tout seul derrière Foneur. Aujourd'hui, il y a combien de salariés dans l'entreprise ? 25. Oui, j'ai eu l'impression qu'il ne fonctionne pas, décidément. Oui, c'est mieux. Aujourd'hui, on est 25 dans l'aventure et on a commencé il y a 4 ans maintenant avec donc 2 associés, Kevin et François, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Voilà, une belle aventure. Alors, reconditionner des téléphones, ce n'est pas complètement nouveau ni révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait que Foneur a réussi à trouver peut-être son originalité ?
Alors nous, ce qui fait notre caractéristique depuis le début, c'est qu'on va un petit peu à contre-pied de toutes les initiatives qu'on peut voir aujourd'hui qui sont très digitales. Nous, on valorise vraiment la proximité. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, comme on le disait dans la vidéo, on se caractérise comme un opérateur télécom de proximité. Et l'idée, c'est vraiment d'amener du contact, du service auprès de tous nos clients particuliers et professionnels. Donc là, dans le Grand Ouest pour le moment, et j'espère plus largement dans toute la France d'ici quelques années. Mais donc vraiment cette proximité qui est très importante. Et aussi, notamment sur la partie pro, de pouvoir donner des indicateurs clairs à nos clients professionnels pour qu'ils puissent voir l'impact réel de leur flotte mobile. Donc, oui, voilà. j'allais dire, c'est vrai que donc, pour les particuliers, c'est assez transparent. On ouvre la porte, on fait réparer son téléphone, ou on en reprend un qui a été reconditionné par vos soins. Mais vous parlez de collectivités ou d'entreprises, c'est vrai qu'elles, plus naturellement, elles vont vers les grands opérateurs mobiles. Comment on les convainc, comment on pousse leurs portes ? Alors, c'est une technique qui est assez simple, mais qui fonctionne très très bien. En fait, on va faire du sur-mesure. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'avoir des solutions qui répondent à leurs enjeux RSE, qui sont en cohérence aussi avec les enjeux environnementaux qu'on a. Et donc, elles sont prêtes à faire le pas, on va dire, d'aller sur du reconditionné, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, elles posent des conditions bien spécifiques. Typiquement, elles vont être assez exigeantes sur l'état de la batterie. Moi, je suis prêt à mettre des téléphones reconditionnés à mes collaborateurs, mais par contre, la batterie qui est une pièce d'usure, j'ai pas envie d'avoir à la changer dans 1 an. Et donc, on va bâtir un cahier des charges sur mesure pour tous ces clients-là, afin qu'ils aient vraiment un produit qui corresponde à leurs besoins. Et donc, à la fin de l'année, en plus de ça, on va intégrer tous leurs achats dans un dashboard carbone, finalement, pour qu'elles puissent l'intégrer à leur bilan RSE, à leur déclaration de performance extra-financière selon la taille des structures, et que finalement, ça soit transparent pour elles. Et vous dites finalement le bouche à oreille fait un peu le reste. Une fois qu'on a mis le pied chez quelqu'un, ça marche plutôt bien pour vous. Exactement. Aujourd'hui, on travaille énormément avec du bouche à oreille. Les premiers clients sont souvent les plus durs à avoir. On a notamment le groupe Idéo industriel qui est plutôt connu dans la région, les transports Lay, etc. Et une fois qu'on a réussi à travailler avec ces clients-là, ça nous ouvre des portes. On a les collectivités aussi. Donc nous, on est plutôt de l'Est de la Bretagne, mais on espère venir sur Quimper. On a remporté là un appel d'offres sur Vannes dernièrement par rapport au téléphone reconditionné. Donc voilà, et pourquoi pas une boutique du côté de Quimper. Je vais faire un petit tour cet après-midi en ville. repérage. Exactement. Beaucoup aimé dans la vidéo. On a commencé dans la cave de Kevin. Alors des entrepreneurs qui ont commencé dans une cave, il y en a qui ont eu beaucoup de succès, on le sait. Vous avez une vraie fibre entrepreneuriale avec vos 2 comparses en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Oui, exactement. Bon, en général, c'est un garage, mais en Californie. Nous, en France, on aime le vin, donc c'est plutôt une cave. Et donc, du coup, on a démarré, on avait monté de nombreux projets, que ce soit associatifs ou entrepreneuriaux, qui n'avaient pas forcément fonctionné avec un de mes associés, François. Et en fait, on s'est retrouvés dans une phase, moi j'étais en sortie de GEA, donc à la fin de mes études où j'avais envie d'entreprendre, mais je ne savais pas forcément par quel bout prendre ça. Je m'étais dit, je ferai de l'intérim, je monte un projet, le jour où je pourrais switcher, je le ferai. Et il se trouve que, en fait, j'ai trouvé une alternance. Et François, qui est un de mes associés, qui avait déjà monté une première entreprise dans la réparation, me dit, écoute, nous on arrête. Il avait monté ça avec des copains, mais il partait dans des villes différentes, ça devenait compliqué à gérer. T'as qu'à faire ça. Mais je lui dis, c'est vrai que c'est pas si bête comme idée. Donc on a commencé à réparer chacun de notre côté. Et donc on s'est retrouvés avec Kevin là, à démarrer donc, 1 semaine avant le premier confinement. Donc voilà. Pourquoi je vous fais raconter ça? Parce qu'on parlait de la jeunesse, qui a plein d'idées, qui a envie d'être utile socialement, écologiquement. Et là, on l'entend à travers ce témoignage. C'est aussi le cas et l'importance de trouver des compétences complémentaires pour monter un projet. C'est important. Adelin, on va vous féliciter ainsi que toute votre équipe pour ce prix en économie circulaire. Je vais demander à Céline Guérin et puis à Régis Marbeuf de dire un petit mot peut-être avant de remettre le trophée. Je crois que Céline, vous étiez dans le jury. Venez au milieu de la scène, restez pas tous les deux. Oui, tout à fait. Vous étiez dans le jury. Qu'est-ce qui a séduit dans le projet de Phoner? J'ai eu la chance effectivement de participer au jury et donc unanimement en fait le projet de Phoner et donc la fraîcheur aussi que vous dégagiez à présenter le projet a fait l'unanimité. Clairement, en fait, là, on parlait tout à l'heure, Yannick Roudot parlait du faire-traite de la téléphonie. Je crois qu'avec Phoner, on a un bel exemple, en fait, qu'il est possible d'ouvrir la voie et d'ouvrir la voie en local, en fait, donc en étant impactant sur le territoire. Le projet nous a séduit parce que, effectivement, vous êtes impactant au travers de ce que vous proposez, et créateur d'emplois également.
au nom du Crédit Mutuel de Bretagne que je représente. Il y a aussi une petite histoire en fait avec l'entreprise de Foneur. On continue d'accompagner le développement au travers de notamment une de nos filiales Finoé. Et donc voilà, on vous souhaite beaucoup de réussite par rapport à ce que vous entreprenez. Merci, c'est bien parti. Régis Marbeuf pour compléter. Alors moi, je n'étais pas au jury, une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude, je participe toujours, mais mes collègues m'ont fait un retour, et donc unanimement aussi, ils ont trouvé le projet très sympa. Moi, de ce que j'en vois, c'est un business model qui est nouveau quand même, parce qu'on est sur des modèles de proximité avec des boutiques physiques, donc on sort un petit peu du pure player. Et puis surtout, l'aspect B2B, pro, dont forcément on a tous besoin. Dans la Banque Populaire Grand Ouest, on a 3000 collaborateurs, on a un parc énorme téléphonie. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel important. Et puis, pour revenir sur... il y a eu tout à l'heure une petite remarque sur les banquiers ou les financeurs. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui de mettre autant d'argent que tout le monde le voudrait. Après, on contribue aussi indirectement, finalement, par ces dispositifs dans lesquels on soutient aussi financièrement et qui donnent aussi de visibilité à un certain nombre de personnes. Voilà. Merci à tous les deux. On va effectivement procéder à la remise du trophée pour l'équipe de Foneur dans cette catégorie économie circulaire. Je vous laisse procéder à la remise. Et puis je pense que vous pouvez vous rapprocher, Céline et Régis, pour la photo. Félicitations à vous. Merci. Je vous laisse regagner la salle. On va passer à la catégorie mobilité décarbonée. C'est Michel Gast du Crédit Agricole du Finistère qui me rejoint pour décacheter l'enveloppe dans une minute, mais tout de suite les nommer. Dans la catégorie mobilité décarbonée, les nommés sont ADD Technologies développe une aile semi-rigide et gonflable pour favoriser la décarbonation du transport maritime. Vélonomie met des vélos de fonction à disposition d'entreprises et accompagne les salariés pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Switch offre aux armateurs maritimes ou fluviaux un système ultra compact de propulsion électrique. Globe4You conçoit une remorque de vélo dont le cadran est fabriqué à partir de fibres de lin, ressource naturelle abondante en France. Galian développe une gamme de vélos innovants fabriqués en France, dont le formidable, un vélo cargo avec boîte à l'avant et assises passagers à l'arrière. Marine Weather Intelligence utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le routage maritime et la sécurité en mer. Voilà. Michel Gasté, vous allez ouvrir... Alors venez, on va se mettre un peu plus dans la lumière. Alors bonjour à tous. Le lauréat est Marine Weather Intelligence. Désolé pour l'accent. C'est très bien, vous n'en faites pas. Basile Rochu, je suis CTO et cofondateur de Marine Weather Intelligence. Christian Dumas, je suis cofondateur avec Basile de Marine Weather Intelligence. Marine Weather Intelligence, c'est une société qui fait du routage météo et de l'analyse météo pour tout type d'utilisateurs en mer. Ça va des plaisanciers, des super yachts, des opérations, des convois un peu exceptionnels, des ports et aussi donc du transport de marchandises, donc le shipping. Et notre objectif, c'est donc d'intégrer des outils liés à l'intelligence artificielle dans ces analyses et ces routages pour améliorer la performance, la sécurité en mer et participer à la décarbonation du transport maritime. La problématique, c'est vraiment de réussir à lisser la vitesse. C'est comme sur l'autoroute. Si vous avez peur d'être en retard, vous partez à 150, un peu au-dessus des limites de vitesse. À 1 heure de Bordeaux, il vous reste plus que 60 km, vous allez ralentir. Et donc, en ayant une vitesse très rapide et puis ensuite très lente, vous allez consommer beaucoup plus que si vous aviez lissé la vitesse sur tout le trajet. Et dans le domaine maritime, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle sera la météo dans 10 jours. Et donc l'incertitude sur la météo est un facteur très très important. Il y a des études qui montrent que le routage à lui seul peut participer à la décarbonation à hauteur de 10 à 50% pour un trajet. Le fait d'améliorer le routage en traitant plus de données et d'être plus précis grâce à l'intelligence artificielle nous permet de réduire la consommation des navires, de lisser la vitesse et donc aussi de participer à cette décarbonation du transport maritime. Notre analyse, elle est plus juste ponctuelle, elle peut être en continu. Ils peuvent consulter en temps réel l'application, leur déplacement, la météo et une analyse mise à jour. On a créé l'entreprise le 2 mars 2023, il y a un petit peu plus d'1 an. On a travaillé depuis sur le développement de notre première plateforme qui va sortir dans 1 mois pour tout le monde du yachting et des super yachts. Ensuite, en 2025, on sortira une plateforme sur le shipping, donc pour
tous les cargos. En termes d'effectifs, aujourd'hui, nous sommes 10 personnes, 9 à Auray, une personne à Brest, dans les locaux de l'Ifremer. Voilà, pour ce prix, on accueille l'équipe de Marine Weather Intelligence. Christian, Basile et peut-être Constance aussi qui est... Non, Constance n'est pas là, mais Constance a porté le dossier justement devant ces trophées Chrysalide. Donc on a une pensée pour elle. C'est un peu grâce à vous, grâce à elle, messieurs, que vous êtes là. On va vous donner un micro, hop, même deux, hein, donc à faire. Voilà. Félicitations déjà pour ce prix. Alors, la météo, ce n'est pas une science exacte. Mais alors, vous êtes parti du principe qu'avec l'intelligence artificielle, ça pourrait le devenir ? Oui, en effet, la météo, Christian, il travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du routage. Ce n'est pas une science exacte, vous le savez tous au quotidien, on a du mal à prévoir, encore plus sur des plus longues durées, donc dans 2-3 jours, dans une semaine, pour une traversée de l'Atlantique. Et donc l'intelligence artificielle, ça nous permet de traiter davantage de données, de traiter de l'incertitude et d'être plus précis donc, sur ces prévisions. Vous le disiez, Christian est un spécialiste du routage. Vous êtes vraiment reconnu dans ce métier. Vous avez dit que, avec ça, finalement, le métier de routeur, il allait disparaître. Ouais, le métier de routeur va disparaître progressivement. Je pense qu'il sera remplacé par l'intelligence artificielle, qui est pour le coup pour la bonne cause, parce que ça va permettre de lisser les vitesses, d'optimiser les vitesses. Et les dernières études ont montré qu'on peut économiser jusqu'à 50%. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, Yannick Roudot parlait d'utopie, donc pas dans l'utopie irréalisable, mais maintenant il faut convaincre les gens, les utilisateurs, que cette utopie deviendra réalité dans quelques années et qu'on pourra, alors ça sera un premier step, une première marche à franchir avant de décarboner totalement. Mais nous, on y croit beaucoup, on est persuadés qu'on peut améliorer considérablement la consommation des navires. Mais qu'est-ce que vous allez faire de vos journées s'il n'y a plus de routage ? Moi, je prendrai ma retraite. Vas-y, continuera. Vous le disiez, maintenant, il faut convaincre. Aujourd'hui, les acteurs de ce secteur du transport maritime, ils sont sensibles à cet argument et à cette solution que vous allez proposer ? Oui, c'est ça, il faut convaincre. Alors, pour certains marchés, c'est plus facile que pour d'autres. Nous, on revient du domaine de la course au large, particulièrement Christian, où ils sont vraiment au fait de ces problématiques de routage. Sur la plaisance, c'est quelque chose qui est un peu plus réalisable, plus sur un aspect sécuritaire. Le plus difficile, c'est d'aller sur le marché du shipping, sur le transport de marchandises. Eux, c'est des gros volumes, c'est vraiment des centres de commandement. On peut penser à CMA CGM, par exemple, à Marseille, qui ont donc des tours de contrôle, qui contrôlent tous les navires. Et pour venir intégrer des nouveaux outils dans ces processus qui sont complexes et avec beaucoup de personnes, c'est plus compliqué. Et puis je pense que quand on leur annonce les économies possibles, on l'entend, et vous venez de leur dire, Christian, jusqu'à 50% d'économies sur le carburant qui est utilisé pour faire avancer ces bateaux. Ça, c'est un argument choc. Alors, ça devient un argument progressivement. Alors après, il y a toujours les contraintes économiques. Donc s'il y a une pénurie de porte-containers, leur priorité, ça sera d'aller le plus vite possible et de charger, de décharger le plus rapidement possible. Donc il faut trouver les bons compromis et puis y aller step by step. J'allais dire, vous le disiez, il y a aussi une personne qui travaille avec vous à l'Ifremer. Ça intéresse en fait aujourd'hui le monde de la recherche aussi, ce sujet. Oui, complètement. La recherche, c'est vraiment au cœur de notre activité. On a eu la chance de remporter le concours Octopus de l'Ifremer l'année dernière. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a une personne qui travaille à temps plein au sein de l'Ifremer, au sein de 2 laboratoires de l'Ifremer, sur un projet de recherche sur justement comment est-ce qu'on analyse les modèles météo et qu'on peut déterminer leur incertitude et trouver le meilleur modèle à chaque instant. Les plateformes vont bientôt être mises à disposition des utilisateurs, on l'entendait, dans un mois, et puis une échéance après l'année prochaine. C'est combien d'années de travail quand même, malgré tout, en amont, avant ce dénouement ? On y a travaillé, parce que pour la petite histoire, Basile est venu en stage en 2020 pour son premier stage. Donc c'était un projet qui a mûri pendant 3 ans. On a créé l'entreprise en 2023. Et on a aujourd'hui 7 personnes qui font quasiment exclusivement de la recherche. Donc ça demande quand même beaucoup de
beaucoup de moyens en termes de recherche. Beaucoup de matières grises, voilà, pour trouver cette solution qui va être apportée en partie aussi par l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe de Marine Weather Intelligence. On peut les applaudir en effet. Michel Gastet, je vais vous laisser attraper voilà, le trophée et le remettre à Basile et Christian. Et puis en profiter, Michel, peut-être pour dire un mot sur voilà, ce qui vous inspire dans ce projet de Marine Weather Intelligence. Bien, le Crédit Agricole Bretagne est fier et heureux de remettre ce prix à Christian et Basile. Nous, ce qui nous a séduit, c'est que c'était un projet 100% RSE, en fait, puisque sur le plan social, c'est plus de sécurité pour les marins et les navigateurs et l'ensemble des personnes qui le transportent. Sur le plan environnemental, c'est moins de CO2, puisque moins de carburant. Donc bravo pour ça. Et sur le plan sociétal, c'est aussi inclusif, puisque vous allez toucher tous les plaisanciers dès cet été, c'est maintenant. Et puis l'année prochaine, tout le transport maritime. Donc vous allez toucher vraiment tout le monde. Donc en fait, vous avez ouvert finalement une nouvelle voie maritime à la RSE. Et il me reste juste à vous souhaiter bon vent, parce que le vent, c'est aussi un moyen décarboné d'avancer. Donc belle réussite à vous et merci beaucoup. Merci à vous, Michel Gastet, pour ces mots. Je vais vous laisser reposer les micros, si vous voulez bien, messieurs, et puis on va passer à notre dernière catégorie. Je vous laisse regagner la salle. Félicitations une nouvelle fois à vous. La dernière catégorie, c'est celle de la transition énergétique. C'est donc la première enveloppe que j'avais. Donc, on va demander à Laurence Fortin pour la région Bretagne et Marc Posnick pour EDF de venir me rejoindre. Et on découvre les nommés en vidéo. Dans la catégorie transition énergétique, les nommés sont Aquilum conçoit des radiateurs électriques haute performance qui allient rayonnement infrarouge lointain et peinture à changement de phase. Verpelet développe un outil de fabrication de pellets miniaturisé et adapté à une valorisation en circuit court de ressources locales. Coolroof propose des solutions pour rafraîchir les bâtiments et les villes dans une logique low-tech et de justice sociale. Atawatt propose du conseil en autoconsommation collective permettant aux producteurs et consommateurs locaux de partager leur production d'électricité. Modulo conçoit des unités de micro-méthanisation et propose un service de valorisation des biodéchets en circuit court. PACJ propose une machine thermodynamique réversible à très haut rendement énergétique qui produit du froid et du chaud à partir d'électricité et réciproquement. Et on découvre avec vous le nom de la lauréate. Alors, le lauréat est PACJ. PACJ qui nous rejoint sur scène pendant qu'on découvre la vidéo. Philippe Loiseau, associé chez PACJ. Magali Duramé, associée chez PACJ. PACJ, c'est une solution de décarbonation de l'industrie à partir d'une machine thermodynamique qui va permettre de produire du chaud et du froid, mais aussi réciproquement de produire l'électricité à partir de sources chaudes et froides. Le concept de base, c'est un ballon sous pression avec une membrane qui sépare une phase gazeuse d'une phase liquide. La montée en pression de la phase gazeuse permet de traverser tous les cycles thermodynamiques de façon très spécifique et très inusitée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Notre technologie permet de répondre à des besoins en termes de froid jusqu'à moins 45 et de chaud jusqu'à 150 degrés. Et c'est d'autant plus performant d'un point de vue technologique, économique et de décarbonation lorsqu'on a besoin de façon simultanée de froid, de chaud et de vapeur. C'est pourquoi on s'adresse en priorité au marché de l'agroalimentaire. Alors, le premier gain qu'une entreprise va faire, ça va être sur sa facture énergétique, qui peut être jusqu'à divisée par 2, mais aussi, grâce à la décarbonation de la production de vapeur, une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre liées à ces procédés de près de 80%. Ce système clé en main peut venir se greffer sur les salles des machines existantes et ainsi permettre de décarboner massivement avec un retour sur investissement en moins de 5 ans. Les objectifs immédiats que l'on peut avoir, c'est effectivement de pouvoir lever les fonds nécessaires pour pouvoir se donner les moyens et les ressources avec une capacité d'embauche en technicien, en ingénieur, en docteur important pour faire progresser la technologie au rythme où on espère pouvoir le faire au niveau de notre roadmap. La première installation à l'échelle 1 pour 1 et la commercialisation à cette échelle commencera en 2026. Entre-temps, on travaille sur des échelles différentes à partir de pilotes qui peuvent être installés, greffés sur les salles des machines existantes. Voilà Magali Duramé, Philippe Loiseau qui nous rejoignent pour poursuivre
cette discussion. Félicitations déjà pour ce prix. Je pense que vous allez pouvoir, Magali, je vous donne ce micro. Et Philippe, regardez, il y a un petit micro qui est juste ici sur la table. Bon, félicitations. Alors, grâce à cette vidéo, oh, bah, y a toute l'équipe vient, mais c'est parfait. Il manque Solène. Ah, Solène fait la timide. Elle ne veut pas venir. Voilà. Bon, on comprend qu'il faut du monde pour mettre au point cette technologie un peu révolutionnaire. Vous allez vraiment changer, permettre de faire changer les choses, de faire réaliser aussi à des entreprises de grosses économies de gaz à effet de serre. On a bien compris quand même avec la vidéo, parce que ça peut être assez complexe à s'imaginer. Comment est venue l'idée, Philippe Loiseau, de partir sur ce concept? Je pense qu'au départ, il y a une espèce de rébellion par rapport au gâchis qu'on pouvait avoir sur plein d'activités, en particulier sur l'activité hôtelière au départ, qui a conduit à imaginer l'improbable, en fait, d'être dans une rupture complète d'architecture système pour voir où ça pouvait déboucher. Et ensuite, il y a eu un gros travail de l'ensemble de l'équipe et de notre écosystème de partenaires très impliqués, qui ont petit à petit ouvert une nouvelle voie, et on a découvert au fur et à mesure le potentiel de la technologie sans savoir au départ quel en était exactement le contour. Et on en découvre encore beaucoup aujourd'hui. Et vous parlez de partenariat parce que c'est extrêmement important dans votre projet. Il y a une synergie d'acteurs. Magali, vous me le confiez quand on a préparé cette cérémonie. Oui, alors il y avait un terreau fertile avec une source de connexion qui était assez importante via les connaissances aussi de l'ensemble de l'équipe, et avec l'équipe qui grandit d'autant plus. Mais c'est aussi les valeurs qui sont véhiculées, mais c'est un peu les étoiles dans les yeux que Philippe nous donne à toutes et tous au sein de l'équipe et des partenaires, qui créent en fait cette collaboration qui devient, où on est vraiment tous plus collègues que fournisseurs ou clients, et donc ce travail en symbiose où on est les uns chez les autres vraiment, et qui nous amène finalement un développement beaucoup plus rapide et fertile. Oui, parce que j'allais dire, là, aujourd'hui, cette technologie, on voit dans la vidéo qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais elle n'est pas encore effective dans les entreprises. Donc, il y a encore beaucoup de choses à ajuster et à régler, c'est ça? Oui, au niveau roadmap, je dirais on est en train de monter le prototype. Donc, les premiers tests qu'on réalise sur la base de notre prototype sont extrêmement encourageants. Mais on est sur du deep tech, on a besoin je dirais, d'investissements significatifs. Et aujourd'hui, on tire, et je dirais c'est un peu le rôle qu'on partage au sein de toute l'équipe, on tire à la fois le TRL technique, le TRL scientifique, et à la fois le TRL commercial, la partie business. Et on trouve dans cet écosystème des partenaires clients complètement engagés à nos côtés, en fait, et des partenaires fournisseurs, pareil, complètement engagés. Donc, j'ai plus de 60 ans et je vis mon expérience professionnelle la plus exaltante. C'est vraiment génial. On entendait parler de recrutement des jeunes, mais recruter les seniors avec les talents et toutes les expériences, on réussit bien dans ce sens aussi intergénérationnel. Il y a 3 générations ici. Donc c'est forcément intéressant. Pour le coup, je parlais de révolution un peu dans la technologie. Aujourd'hui, c'est les acteurs du secteur, notamment les entreprises agroalimentaires, elles sont intéressées par cette solution aussi parce qu'elle propose des économies importantes. Oui, alors les économies la vidéo a été mise en avant dans ce sens aussi, c'est que c'est performant pour faire du chaud, c'est performant pour faire du froid, mais ça l'est d'autant plus. Ça serait long à expliquer sur les vases communicants entre chaque ballon, et donc on décuple encore, enfin c'est peut-être pas x10 non plus, mais on augmente d'autant plus en fait les performances technico-économiques et environnementales qui a l'ensemble de ces besoins, et c'est vraiment typiquement ce qu'il y a besoin sur l'agroalimentaire, qui est notre marché vraiment cible, et en fonctionnant sur l'ensemble de ces utilités sur ce marché-là, nul doute que on pourra aussi être sur d'autres marchés. Alors dans l'idéal, voilà, c'est aussi la mission de décarbonation, on en entendrait parler, de faire du chiffre d'affaires sur un secteur et de laisser les autres aussi s'étendre, parce qu'il y aura déjà suffisamment à faire. C'est pas toujours audible d'un point de vue financement privé, mais d'un point de vue bénéficiaux, on est vraiment dedans.
Merci à vous pour cette explication de texte sur le travail de PACJ et ce travail qui se poursuit et qui émergera en 2026 avec une première machine installée d'ici 2 petites années. Donc on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Laurence Fortin et Marc Posnick. On va vous laisser dire un mot sur ce projet porté par PACJ. D'abord, vous féliciter, ce travail d'équipe, parce que je ne sais pas combien de fois a été prononcé le mot équipe, mais on sent bien là la mobilisation collective autour d'un projet de décarbonation. Bravo, décarbonation de l'industrie, vrai sujet en Bretagne, l'industrie est forte. L'industrie agroalimentaire, très importante, hein. Donc il y a un potentiel de développement de votre activité avec des enjeux importants pour nous en Bretagne. Donc ravi de pouvoir remettre ce prix. Merci Laurence Fortin, pardon. Marc Postig, je vais y arriver. Oui, j'étais dans le jury, donc j'ai beaucoup apprécié. Toutes mes félicitations pour ce prix. J'ai eu un moment de lucidité, Yannick. Ça m'a rappelé un petit peu un slogan d'EDF. Nous vous devons plus que la lumière, en fait. Vous nous devez le chaud, le froid, une entreprise locale et souveraine. Voilà. Donc je trouve que c'est parfait. J'irais pour nos industries agroalimentaires bretonnes, en tous les cas, côté EDF, nous souhaitons construire un avenir énergétique neutre en CO2. Et c'est une solution que l'on déploiera, je pense, dans l'avenir et dont on assurera la promotion auprès de nos clients d'industrie agroalimentaire. Bravo. Merci à tous. On va procéder à la remise du trophée, si vous voulez bien. Et... Allez, avancez-vous si vous voulez bien, parce que là, vous êtes complètement dans le rétroprojecteur. Et on va s'avancer pour que vous soyez bien dans la lumière. Venez, toute l'équipe de PACJ. Voilà pour ce 6e trophée remis aujourd'hui. Merci à vous. Je vous laisse regagner la salle. Peut-être vous signaler que dans chacune de ces catégories, des 10 catégories, il y a eu des coups de cœur que vous allez pouvoir découvrir dans un espace tout à l'heure dédié pour les rencontrer, etc. Et que nos 35, je crois que c'était 35 nommés, se retrouvent aussi dans le book des solutions qui est disponible au rez-de-chaussée. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est forcément inspirant. On va prendre 5 minutes pour remettre le prix Clean Tech Open. C'est pas du tout ça, je crois. Si, c'est Clean Tech Open France. Voilà, c'est ça. Pierre Desron va venir me rejoindre. Voilà, excusez-moi d'avoir écorché le... Clean Tech Open France, c'était juste écrit ici. Un petit mot de ce prix, Pierre Desron, si vous voulez bien, et nous parler du baromètre CTO. Bien, nous, on est, encore une fois, on est ravis d'être ici cette année à nouveau, ravis de pouvoir remettre un prix, et surtout ravis de compter parmi nos partenaires à la région Bretagne depuis maintenant 10 ans, ou plus de 10 ans. Et donc, depuis quelques années, nous avons entrepris cette remise de prix. Un mot juste pour dire ce que nous faisons rapidement. Donc, nous, on mène un certain nombre d'actions sur un certain nombre de thématiques, de la prise de parole comme maintenant. On travaille beaucoup sur l'industrie parce que les 3/4 de nos startups sont industrielles. On travaille beaucoup sur le thème de la biodiversité, je vais y revenir. On travaille aussi dans une démarche académique. Le financement qui, comme vous l'avez sans doute vu depuis ce matin, est un thème absolument crucial pour pouvoir développer ces activités. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on est ? On a un écosystème. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler ce matin. Donc, nous, on travaille avec à la fois des réseaux, des acteurs du financement, des partenaires. Donc, bien sûr, et vous voyez la Bretagne qui est là. J'espère, on est près de la mer, donc si vous avez un peu le mal de mer, c'est pas grave. Et donc, on a également, nous, on fait un concours chaque année dans lequel on vient chercher des projets avec nos partenaires et avec la région et avec Chrysalide et avec Bretagne Compétitivité.
de manière à ce que nous puissions, au niveau national, européen et international, développer ces enjeux. On fait aussi un baromètre que l'on a présenté le 10 juin dernier et sur lequel on a défini juste quelques points comme ça, où on a vu que les solutions clean tech, nous on travaille sur les clean tech, travaillent en général, ont un impact sur 5 ODD. Elles ont un impact en général sur 2 facteurs de pression sur la biodiversité. Voilà, il y a un certain nombre de technologies. Bon, je vais très vite parce que en fait le sujet n'est pas là. Le sujet c'est le prix et qui on récompense. Mais bien sûr, dites-nous tout, Pierre Desron. Du coup, je sais. Donc c'est moi qui révèle maintenant. Donc chaque année. Moi je le connais pas. Donc non, moi je le connais, donc ça va. Il n'y a pas d'enveloppe. Donc du coup il est dans ma tête. Pas de se tromper. Si je ne l'oublie pas, ça devrait bien se passer. Non, ce qui est intéressant dans ce prix-là, c'est qu'en fait chaque année maintenant, depuis quelques années, avec donc nos partenaires, la région Chrysalide, on s'interroge sur des gens qui sont des lauréats, des alumni de notre concours breton, de manière à pouvoir récompenser une start-up bretonne pour un parcours, une activité, quelque chose de particulier. Et donc cette année, on a le plaisir de remettre ce prix 2024 de la start-up bretonne à Odyssey Lab. Odyssey Lab, est-ce qu'ils sont dans la salle? Et donc Emmanuel Delcourt va nous rejoindre. Alors, j'ai pas de choses aussi belles que ce que vous avez, mais j'ai néanmoins un petit trophée. Avec Chrysalide. Alors, pourquoi est-ce qu'on a remis ce prix à Odyssey Lab, qui fait partie donc des startups finalistes de notre concours alumni de notre concours? Parce qu'on souhaitait cette année récompenser quelqu'un qui travaille sur la biodiversité. C'est un sujet que la Bretagne travaille beaucoup avec Bryce Biodiv notamment. Et donc, dans ce cadre-là, il nous semblait important de récompenser une start-up qui travaille dans ce domaine-là. Et le deuxième point, c'est, et après je passerai la parole à Emmanuel, c'est promis, le deuxième point, c'est de pouvoir... c'est que on sait tous que la biodiversité, c'est compliqué. Yannick en a parlé ce matin. C'est compliqué, pourquoi? Parce que c'est du vivant. Donc, quand c'est du vivant, on ne comprend pas. Il n'y a pas les mêmes métriques que pour la décarbonation. Et donc, voilà, on dit souvent, moi je dis, quand le corps est à 37 degrés, tout va bien. Quand le corps est à plus 2 degrés à 39, ça commence à aller moins bien. Donc là, ça permet de comprendre l'impact sur le vivant et sur la biodiversité de 2 degrés d'augmentation de température. Et Odyssey Lab a une particularité, c'est qu'il travaille sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'écosystème, sur le végétal. Donc des solutions qui travaillent comme ça à plusieurs impacts au sein de la biodiversité, c'est très rare. Donc bravo, et la parole est à vous. Merci. Merci pour cette récompense, merci pour votre accueil. On va être très bref parce que je sais que l'heure tourne et c'est l'heure du buffet derrière, n'est-ce pas? Non, en 2 mots, Odyssey Lab, en fait, c'est le fruit d'une odyssée entrepreneuriale qu'on a démarrée il y a 2 ou 3 ans. Et effectivement, avec ce sujet il est urgent d'agir, on se l'est dit ce matin, on se le dit depuis tout à l'heure. Et vous savez que la France, dans un scénario à plus 4 degrés, j'ai appris ça récemment, mais la quantité d'eau qui s'évaporera sera supérieure à celle de notre consommation d'aujourd'hui. Et donc on voit bien que les enjeux autour de l'eau et du végétal sont des enjeux majeurs. Et donc nous, dans notre chemin, on a créé cette start-up, on a créé cette société Odyssey Lab avec cette idée, comment faire du lien, comment mettre en relation des techniques et des savoirs pour créer les solutions dont nous avons besoin. Et on a eu cette première innovation, ce qui était de prendre une toile drainante qui est utilisée dans le TP aujourd'hui depuis longtemps et d'y intercaler du goutte à goutte, utilisé dans l'agriculture aussi. Et cette toile, elle permet donc de récolter l'eau de pluie quand il pleut, de la stocker, de la cheminer et de la renvoyer notamment vers des toitures végétalisées lors des tensions hydriques. Alors ça peut être des toitures végétalisées, ça peut être des jardins. Et puis aussi, on l'a vu aussi ce matin, c'est que quand on part dans une aventure, c'est pas toujours non plus... Tout ce qui se passe n'est pas prévisible, mais on a aussi découvert que dans les sols sportifs, il y avait beaucoup de besoins, notamment dans les sols sportifs sablonneux.
Et donc, on a fait notre première expérimentation grâce à la région aussi, que je voudrais remercier dans le cadre de Inno-Sobriété. Et on a pu, grâce à notre premier prototype dans le 35, faire aussi la première expérience sur une carrière de travail pour les chevaux. Et donc, on va récupérer l'eau de pluie et la mettre de côté et pouvoir l'irriguer lors des périodes d'été et de sécheresse. Et on va ainsi contribuer à économiser l'équivalent de la consommation moyenne annuelle de 12 foyers, soit 1200 mètres cubes d'eau. Voilà, donc en un an, on a une première solution, un premier brevet, et on a beaucoup de perspectives devant nous. Donc merci pour cette récompense et cette reconnaissance et votre confiance. Merci à vous pour cette explication de texte sur le travail d'Odyssée Lab et de toute son équipe. Une nouvelle fois, félicitations à vous. Je vous laisse regagner la salle si vous voulez bien, et je vais demander à Philippe Martineau de venir me rejoindre pour conclure cette matinée, ces trophées Chrysalide et Open Tech. Open Clean Tech France, je vais y arriver. Merci à vous. Merci. J'ai entendu ce matin la notion de résilience inclusive. On arrive à la fin de notre première matinée de cette journée sur la transition énergétique écologique en Bretagne. J'aurais aussi tendance à être un petit peu d'économique, si vous le voulez bien, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus être rêveur. Et puis merci donc à Yannick pour son exposé, notre décloisonneur intellectuel. Donc, comme quoi, qui a clairement mis en évidence la nécessité de relocaliser en apprenant à conjuguer au futur antérieur. Alors, dans la matinée, je suis allé sur un site, Le Français Facile, pour chercher la définition du futur antérieur. Alors, je vais vous la donner, c'est extrêmement simple. Le futur antérieur est formé de l'auxiliaire être ou avoir au futur simple de l'indicatif et participe au passé du verbe à conjuguer. Bon, une fois qu'on a vu ça, on se voit qu'on a encore un petit peu de boulot pour être, comme a su nous dire Yannick, cette notion, je dirais, d'être un passeur pour la génération future. Et j'aurais tendance à dire cet artisan du passage nécessaire pour la vie de demain. Merci aussi au niveau des tables rondes. C'est toujours compliqué d'animer une table ronde parce que d'abord on est toujours bloqué par le temps un peu, donc on resserre un peu les questions. On est désolé, mais on voyait le temps passer, donc on a essayé de resserrer un petit peu. Mais je remercie d'ailleurs Aurélie pour toute cette organisation et nécessaire pour le bon timing. Et je me presse, mais je ne peux pas oublier la remise des prix Chrysalide, qui est notre support éco-activité. Remercier bien sûr aussi les lauréats, ceux qui ont été candidats et ceux qui sont lauréats, mais aussi ceux qui sont candidats. Pensez aussi, et là je ne peux pas finir ni conclure sans tenir à remercier tous nos partenaires, la région, l'ADEME et tous nos partenaires qui sont ici présents, sans quoi, bien sûr, on ne pourrait pas faire cette belle cérémonie, parce que je crois qu'on a besoin aussi d'avoir votre accompagnement, non seulement financier, mais surtout en expertise. Et je crois qu'il faut surtout mettre en avant la notion d'expertise. Et puis avant de conclure et d'aller déjeuner, un dernier mot pour une personne qui est la cheville ouvrière de cette journée, qui s'appelle effectivement Marion Lefresne, qui est très timide. Alors en général, elle est toujours cachée, mais sans qui... rien n'aurait été possible. Elle a su animer l'équipe projet de Bretagne Compétitivité. Il y en a un aussi qui ne dit pas beaucoup de mots, qui s'appelle Alexandre, qui est notre directeur, et je voulais le remercier, parce que je crois que sans lui aussi, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je profite effectivement que, bien pour cette fin de matinée, qu'avant d'aller déjeuner, que vous ayez cet après-midi, vraiment je vous le souhaite, de très bons contacts en B2B, que les ateliers vous apportent intellectuellement autant que de richesses qu'on a eues ce matin, et avoir le plaisir de se dire que quelque part on participe à cette innovation et à ce moment nécessaire pour la planète. Merci beaucoup. Je voulais saluer, mais je sais qu'il a été retenu ce matin, notre président de la Chambre de commerce de région qui vient d'arriver et avec lequel Jean-Pierre vient de nous rejoindre. Je sais que c'était compliqué. Je sais aussi que Loïc était retenu chez Né-Girard, notre président, parce que nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Et donc, pour conclure, si j'avais un appel, eh bien celui-ci, c'est penser à la planète. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Philippe Martineau.